Je vais m'adresser d'abord aux sociologues. Plus de personnes âgées, moins de naissances, une espérance de vie qui s'allonge. Elle était de 46 ans en 1900, elle est en 2022 de 85 ans pour les femmes et 79 ans pour les hommes. Serge Guérin, est-ce la seule traduction du vieillissement de la population? Non, bien sûr, il y a énormément de traductions, mais c'est vrai que d'abord, c'est cela. C'est d'un côté beaucoup plus de gens âgés qu'auparavant, de l'autre côté, beaucoup moins de jeunes, et entre les deux, le fait que nous vivons collectivement beaucoup plus longtemps. Ce qui est une triple révolution d'une certaine manière. On a été habitué plutôt à des moments où on produisait, entre guillemets, beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes, où on vivait pas très longtemps, et où il y avait finalement assez peu de gens âgés. Il faudrait s'entendre sur à quel âge on est âgé, ce qui est encore un autre sujet. Mais en tout cas, si par exemple, vous évoquiez 1900, l'espérance de vie à 46 ans, et vous voyez, en à peine plus d'un siècle, on a quasiment doublé notre espérance de vie. C'est quelque chose quand même qui n'a jamais été connu dans l'histoire de l'humanité. Ça, c'est quand même un élément très très fort, même si aujourd'hui, cette espérance de vie a tendance à plutôt stagner et progresse beaucoup moins, et même dans certains pays, je pense par exemple aux États-Unis, où l'espérance de vie est en train de diminuer. Donc cette question, on avait l'impression presque que ça allait être normal, c'est pas si normal que ça, puis peut-être qu'on arrive tout simplement à un palier. Deuxième élément, très longtemps en effet, il y avait beaucoup d'enfants, dont parfois l'espérance de vie justement était assez faible. Aujourd'hui, on vit très longtemps, mais en revanche, il y a moins de naissances. Ce qui fait que notre destin démographique est d'une certaine manière un destin démographique fixe en grande partie notre destin tout court, c'est le vieillissement. L'avenir, ce n'est pas les jeunes, c'est les vieux. Et donc évidemment, il faut aussi inverser ou réfléchir à cet élément-là, parce que souvent on pense que l'avenir, c'est les jeunes. En termes démographiques et pas seulement, une grande partie de l'avenir, il est plutôt sur les plus âgés. Donc, espérance de vie qui stagne, de plus en plus de gens âgés. En 1900, en 1950, 1900, il y avait à peu près 35% de moins de 20 ans, et il y avait moins de 20% de plus de 60 ans. Aujourd'hui, depuis 2015, ça s'est inversé. Il y a plus de 60 ans que de moins de 20 ans. Et d'ici à 2030, en France, pour la première fois, il y aura plus de 65 ans. Aujourd'hui, il y a à peu près 21% de plus de 65 ans. Il y aura d'ici à 2030 plus de 65 ans que de moins de 20 ans. Donc vraiment une transformation extrêmement forte de la situation. Mais derrière ce vieillissement, c'est toutes les autres problématiques que ça pose, tout ce que ça entraîne en termes social, en termes de protection sociale, en termes économiques, en termes de consommation. Lesquels? Alors, il y a plein d'éléments. Par exemple, on pourrait d'une certaine manière, c'est PE pour prévention, donc tous les enjeux autour de la prévention. L'enjeu, c'est que nous puissions vivre le plus longtemps possible en bonne santé. C'est l'enjeu absolument majeur. Plus on vit en bonne santé, plus à titre personnel, évidemment, c'est mieux, mais aussi pour la collectivité, si on est plus en bonne santé, ça coûte moins cher à la collectivité, et ainsi de suite. Donc il y a vraiment la question classique de la santé. Il y a toutes les questions autour de l'adaptation. L'adaptation, c'est le logement. On en parle beaucoup, par exemple, le gouvernement va lancer toute une opération autour de MaPrimeAdapt'. Donc là, il y a tout un élément de comment j'adapte mon logement pour tout simplement réduire les chutes, pouvoir y vivre mieux, ainsi de suite. C'est adapter la ville, là où je vis, pour que je puisse peut-être avoir un logement qui est bien adapté, mais que je puisse aussi sortir de chez moi. Je n'ai pas peur de sortir de chez moi, que je ne risque pas de tomber en sortant de chez moi, que tout simplement en marchant, je puisse trouver des toilettes pas trop loin, et ainsi de suite, qu'il y ait des commerces pas trop loin. Donc c'est toute l'adaptation de la société, finalement, pas seulement en fonction des plus âgés, mais en prenant en compte la question des plus âgés. Je tiens d'ailleurs à dire que quand on prend en compte les plus âgés, finalement, en grande partie, on prend en compte les autres. Si par exemple, il y a très longtemps, vous saviez, il y avait des marches pour prendre un bus ou autre. Aujourd'hui, ce sont des plateformes. Parce qu'un certain nombre de gens se sont dit, mais les gens âgés, ça va être un peu compliqué de prendre des marches, ainsi de suite. Mais quand on supprime les marches pour des plateformes, ça intéresse tout le monde du handicap, ça intéresse évidemment tous les gens âgés, mais ça intéresse aussi plein d'autres gens pour qui finalement c'était un peu compliqué. Je sais pas, j'avais un landau, des choses comme ça. Donc finalement, vous améliorez la qualité de vie de tout le monde, souvent en prenant en compte les plus âgés. Donc c'est cette histoire d'adaptation. C'est aussi cette question des métiers, de l'activité. C'est-à-dire que comment je fais pour financer tout ça? Comment je fais pour qu'il y ait suffisamment de gens qui travaillent dans le secteur? Le monde de l'accompagnement des plus âgés a un énorme problème. Alors vous me direz, ce n'est pas le seul endroit en France où on manque de bras, de cœur et de tête.
d'une certaine manière, mais en tout cas là on en manque beaucoup. On parle des déserts médicaux, mais on pourrait parler globalement des déserts des services à la personne. On estime qu'une personne sur 5 ne trouve pas suffisamment de personnes pour l'accompagner à son domicile. Donc là on a une autre problématique extrêmement forte. Et puis il y a tout simplement la consommation au sens large. Selon le Crédoc, 54% de la consommation globale en France, ce sont les plus de 50 ans. Alors, c'est pour eux, mais c'est pour d'autres. Par exemple, un tiers des jouets sont achetés par des retraités. Ce n'est pas seulement pour jouer eux-mêmes, ils les offrent aussi, par exemple, à leurs petits-enfants. Donc, on voit aussi toute cette intergénération, on pourrait dire, dans la consommation. Donc là aussi, c'est comment je comprends que je dois aussi répondre aux usages, aux besoins, aux nouvelles attentes des plus âgés. Et quand je dis les plus âgés, ça peut commencer assez tôt. Et puis derrière tout ça, on a un peu d'actualité autour de cela. C'est la question des retraites, c'est la question de l'activité, c'est la question de comment favoriser le maintien en emploi de gens qui ont pris de l'âge. Et derrière tout ça, c'est comment on favorise l'activité pour favoriser aussi des revenus, des recettes qui permettent aussi de financer tout cela. Le bien vieillir, c'est aussi de la prévention en amont. Il faut préparer les gens à bien vieillir, c'est-à-dire faire du sport, s'entretenir, bien se nourrir. C'est toute cette politique-là qu'il faut déjà mettre bien avant d'atteindre l'âge d'une personne âgée, puisqu'on disait tout à l'heure, à quel âge on est vieux alors en fait ? Vous avez parfaitement raison. Le bien vieillir, c'est les 3 P. Prévention, prévention, prévention. Alors, c'est prévention à tous les âges de la vie. Du début de la vie, du premier jour de la vie, on pourrait même dire de la gestation jusqu'au dernier jour de la vie. Ça d'ailleurs qui est passionnant, c'est que vous pouvez même à 80 ans rentrer dans des logiques de prévention, faire plus d'activité physique, être plus attentif à votre alimentation, peut-être aller chercher du côté des médecines complémentaires adaptées, que sais-je encore. Et vous serez peut-être en meilleure forme à 82 ans, si tout dépend évidemment des situations. Et en tout cas, on voit bien que cette question de la prévention qui est très peu présente en France, c'est 2% des budgets de santé. Il faudrait faire x10 pour sans doute améliorer la situation. Du premier jour de la vie, encore une fois, au dernier jour de la vie. C'est une question de prévention en santé globale, c'est une question de prévention en qualité de vie, c'est une question de prévention, mais aussi en termes de santé mentale, en termes cognitifs. Plus je suis en interaction avec les autres, plus je suis en lien social, plus j'ai une vision aussi positive de la vie, mieux ça ira d'une certaine manière. Plus je me sens dans l'envie d'être avec les autres, plus j'ai de la curiosité, plus j'ai envie de découvrir les choses, plus je suis en contact avec des gens qui sont différents de moi, plus j'ai des chances, ça ne marche pas à tous les coups bien sûr, mais plus j'ai des chances d'aller bien et d'aller bien longtemps. Donc là vraiment, la prévention, elle est majeure. C'est une prévention à titre personnel, c'est-à-dire comment moi je fais, c'est pour être mieux, faire plus attention à mon alimentation, faire plus d'activité physique, être moins sédentaire. Et ça, on sait bien que ça commence très très tôt. Jamais les jeunes ont été autant sédentaires. Jamais les jeunes ont passé autant de temps, je dirais, le cul dans leur chaise. Voilà. Donc il faut démarrer très très tôt. Mais en même temps, c'est une question de prévention en termes de diplôme. Par exemple, si on veut pouvoir travailler plus longtemps, il faut aussi se remettre en question plus souvent, être accompagné par les entreprises pour mieux se former. Par exemple, c'est un autre élément. La prévention, c'est évidemment tout l'environnement dans lequel je suis, qu'il y ait des transports en commun adaptés, donc je peux me déplacer plus facilement, qu'il y ait des commerces pas loin, je puisse aussi tout simplement aller chercher ce dont j'ai besoin. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très très large. Mais l'élément majeur, premier, central, c'est cette question de prévention. Alors, d'ici 2030, on l'a dit tout à l'heure, les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 20 ans. Et en 2026, on assistera à l'explosion des plus de 80 ans. Quelle lecture peut-on donner à ce vieillissement ? Est-ce une situation que l'on doit considérer comme négative ? Alors, quand on parle d'explosion des plus de 80 ans, je rassure tout le monde, ce n'est pas le jour en 2026 où tous les plus de 80 ans vont exploser. Mais c'est simplement 2026, c'est le moment où les premières générations du baby-boom, donc celles qui sont nées à partir de 1946, où il y a eu pendant 25 ans une croissance très forte des naissances, vont arriver à des âges avancés au-delà de 80 ans. Et donc pendant une trentaine d'années, la croissance première de la population, ça va être les plus de 80 ans. D'une certaine manière, on pourrait dire qu'on a mangé notre pain blanc ou notre pain gris du vieillissement. C'est-à-dire que les gens qui arrivent autour de la soixantaine et tout ça, globalement aujourd'hui, et c'est une chance extraordinaire, vous avez 60 ans aujourd'hui, vous ressemblez plus à quelqu'un qui avait 45 ans en 1950 qu'autre chose. C'est-à-dire qu'on a rajeuni collectivement. Vous regardez dans la rue, vous avez du mal d'ailleurs à donner l'âge à quelqu'un. Vous voyez une personne, vous dites, vous ne savez pas trop, et elle vous dit j'ai 70 ans. Et vous dites vous ne les faites pas. C'est-à-dire qu'on a rajeuni collectivement. Mais à un moment donné, on est un peu rattrapé par la patrouille, et au-delà de 80 ans, on a plus de risques. Ça ne veut pas dire que c'est une fatalité, mais on a plus de risques d'être en difficulté, d'avoir de la perte d'autonomie, d'avoir besoin d'accompagnement. Et donc, 2026, c'est demain.
Et donc, comment on va pouvoir mieux accompagner les gens les plus âgés? Donc, ça peut faire peur d'un côté, mais c'est se dire aussi que cette transformation incroyable, unique, que l'on n'a jamais connue dans l'histoire de l'humanité, de ce grand vieillissement, a aussi plein de côtés très très positifs. Le premier, il est à titre personnel. C'est que tout simplement, vous avez 50 ans aujourd'hui, vous pouvez vous dire, j'ai devant moi 40 ans, presque une moitié de vie. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, vous aviez 50 ans aujourd'hui, en 1900, vous aviez 50 ans aujourd'hui, d'une certaine manière, vous étiez presque déjà, vous auriez dû déjà presque disparaître. En tout cas, vous étiez plus très très loin. C'est quand même pas tout à fait la même chose. Donc c'est quand même génial de ce point de vue-là. Et puis, pour la société, c'est aussi de se dire, on a des gens, alors je vais dire un gros mot, on a des gens qui ont de l'expérience, on a des gens qui ont de l'expertise, on a des gens qui pourraient transmettre quelque chose à des plus jeunes. Et là, il y a la question de la prévention. Mais l'autre élément, c'est être capable de valoriser cette transmission et de valoriser l'expérience. Malheureusement, dans nos pays, dans notre culture, on a tendance à mettre l'expérience de côté et à plutôt valoriser, je ne sais pas moi, la rapidité, la vitesse, la capacité à comprendre les technologies, que sais-je encore. Or, on a aussi besoin de gens qui transmettent d'autres choses. On ne construit pas l'avenir en oubliant le passé. Et puis, d'une certaine manière, cette prise de conscience du vieillissement peut peut-être nous permettre de penser la double transition. Transition écologique, transition démographique. Ce n'est pas du tout deux éléments côte à côte, voire deux éléments qui s'ignorent, et malheureusement c'est trop souvent ça, c'est deux éléments qui ont partie à voir ensemble. Ne serait-ce que parce que les gens les plus âgés sont souvent aussi des gens qui sont les plus fragiles face par exemple au réchauffement climatique. Mais c'est aussi parce que quand on réfléchit à adapter les logements, et on a raison par rapport aux problèmes climatiques, on peut aussi en même temps les adapter par rapport au risque de chute et ainsi de suite. Donc on peut penser les deux éléments en même temps. Et puis penser là aussi avec l'expérience. C'est-à-dire, mais ces gens qui ont 80 ans, qui ont connu les saisons plus classiques qu'aujourd'hui, ils peuvent aussi apprendre des choses aux plus jeunes. Comment on fait un jardin, comment on cultive le potager et ainsi de suite. Donc il y a aussi des transmissions à inventer autour de cet élément-là. Donc on peut en faire quelque chose de très positif. Et puis je rappelle que sans les retraités, sans les seniors, y compris des seniors âgés, le tissu associatif ne tient pas en France. Le gros du tissu associatif s'appuie énormément sur des bénévoles et pour une grande partie des bénévoles retraités.